Alors, donc, je vais commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour voilà, cette première webinaire du projet Tétrail Présence de l'année 2026. Donc, aujourd'hui, nous avons comme invité deux acteurs de la transformation et la transition de la filière de l'élevage bovin en Pays de la Loire. Donc, l'association La Vache Nantaise, représentée par Pierrick Barrault, et les pôles démonstrateurs, les tables nantaises, représentées par Olivier Paraissant. Donc, pourquoi ce webinaire? Bah, parce qu'en fait, dans notre projet Tétra et Présence, on s'intéresse à ceux qui souhaitent, les citoyens, pour l'élevage d'éléments. Quel schéma, en fait, il faut faire pour y arriver? Donc, je me suis dit, pourquoi pas inviter des personnes, des associations qui sont déjà engagées et qui nous offrent en fait un exemple d'un élevage durable et qui milite en plus pour les maintiens de une race locale qui est la vache nantaise. Donc voilà, je remercie Pierrick et Olivier d'avoir accepté cette invitation. Et je vous donne la parole. Vous pouvez présenter. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci Camilo de nous avoir invités à présenter les actions de la vache nantaise et de l'étable nantaise sur les territoires nantais et plus largement sur le bassin d'expansion de la vache nantaise, à savoir la Loire-Atlantique, le Sud-Bretagne et l'ouest du Maine-et-Loire. Donc moi c'est Olivier Paraissant et je suis effectivement le coordinateur de l'étable nantaise et plus exactement le coordinateur de l'association l'étable nantaise et je suis gérant de la société coopérative d'intérêt collectif, la SIC, l'étable nantaise. Voilà. Pierre, qu'est-ce que tu veux te présenter aussi? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Pierrick Boireau, je suis le salarié, le seul salarié de l'association La Vache Nantaise pour la partie filière, donc coordination et animation du collectif d'éleveurs filière. Alors c'est parti. Donc effectivement, nous, ça fait quelques années qu'on se pose la question de l'élevage euh, et qu'est-ce qu'on veut comme élevage demain. Euh, cette question est d'autant plus d'actualité avec ce qui se passe avec le Mercosur, par exemple, où deux modèles d'élevage vont s'affronter ou cohabiter, je ne sais pas encore, qui sont représentés par les deux photos qu'on a mises. À droite, nos belles vaches nantaises. À gauche, un exemple d'élevage industriel aux États-Unis ou en Amérique du Sud, mais c'est à peu près le même combat. Je pense que vous connaissez tout à fait ces deux modes d'élevage. Euh, Nous, on est donc plutôt sur un élevage extensif avec la plupart de nos éleveurs sont en agriculture biologique et on se dit qu'on n'a pas forcément tort de continuer dans cette démarche-là puisque on a une plutôt bonne dynamique d'installation en vache nantaise avec une moyenne de 4-5 installations ou création d'ateliers par an. Alors on a mis ou création d'ateliers par an parce que nous, on est aussi sur des modèles d'agriculture et d'élevage. On est plus en polyculture élevage. Donc on va avoir soit des jeunes qui s'installent et qui créent un élevage de A à Z et uniquement en vache nantaise, soit des gens qui sont déjà installés, soit sur une autre production animale, soit sur une production végétale. On a des vignerons, on a des paysans boulangers, on a des éleveurs de moutons, de volailles. Voilà. C'est assez divers.
Sur la trentaine d'installations sur les 5 dernières années, on est à plus de 70% de non issus du milieu agricole. On doit être à 35% de femmes. La grande majorité des jeunes qui s'installent sont intégrés dans la filière. Et on verra, Pierrick vous présentera tout à l'heure vraiment l'atout de la filière pour ces jeunes dans des modèles d'élevage qui euh, précédemment étaient plutôt orientés vers la vente directe. Mais quand on s'installe, c'est pas toujours facile de trouver du temps, de l'appétence pour développer des circuits courts de vente directe. Et la filière est aussi un des outils d'aide à l'installation. Ça rassure les jeunes et ça rassure aussi leurs banquiers. Et, toutes nos actions visent les jeunes et leur cadre de vie. Donc comment sommes-nous structurés? On a imaginé pour, avec l'ensemble des éleveurs différentes solutions pour favoriser l'élevage local et durable. Donc on va agir euh, sur plusieurs thématiques. La première, agir pour le renouvellement des générations. Et ça, c'est plutôt l'association L'Étable Nantaise qui porte ça, avec le programme FAIR, former, animer, informer, relier, où on décline tout un tas d'activités. Et ensuite, pour agir pour la réussite des installations, là, il y a plusieurs briques. Une des briques, c'est d'aider à l'acquisition d'animaux. Euh, c'est la première difficulté des jeunes qui veulent s'installer en vache nantaise et en race locale en général, c'est de trouver des animaux. Nous, en vache nantaise, on est sur une population de femelles de 1500, 1700 à peu près. Euh, on a des éleveurs qui ont mis plus de 10 ans à pouvoir constituer leur cheptel de vache nantaise. Ça veut dire que pendant 5 ou 10 ans, les éleveurs sont obligés d'avoir deux troupeaux pour qu'économiquement ce soit viable. Mais qui dit deux troupeaux dit deux fois plus d'ennuis et et de, de prise de tête. Euh, et pour ça, on a imaginé une ferme sur la métropole de Nantes qui est une ferme tampon et ça c'est porté par la SIC L'Étable Nantaise. Ensuite, l'association La Vache Nantaise, historiquement, elle fait du soutien technique, anime le réseau d'éleveurs. Et puis à l'autre bout de la chaîne, pour assurer la réussite des installations, il faut des revenus décents. Et ça, c'est le rôle de la filière, donc qui aujourd'hui est portée par l'association de la Vache Nantaise. Pierrick, est-ce que tu veux présenter l'association de la Vache Nantaise? Ouais, tu peux rester sur ce slide là pour le coup, on reste Ouais. là-dessus. On changera après. Donc, l'association La Vache Nantaise, c'est une association d'éleveurs créée en 1991. Historiquement, elle s'appelait l'APRBN, donc Association de promotion de la race bovine nantaise. Et comme son nom l'indique, elle avait pour objet principal la promotion et le soutien de la race. En historique, en fait, on est parti dans le milieu des années 80, au moment de la sauvegarde du plan, enfin, de la mise en place du plan de sauvegarde de la race de 40 femelles pour sauver la race. Donc on est parti très très bas. Et donc il y avait aussi toute une notion de contrôle génétique en lien avec l'Institut de l'élevage, dorénavant l'IDEL, pour s'assurer qu'on contrôle bien le risque de consanguinité. Donc on assure, l'association La Vache Nantaise assure également un appui technique auprès des éleveurs, elle les met en relation, elle gère les installations, comme tu en parlais tout à l'heure, Olivier, par le biais de mise en relation d'achat-vente, en fait, pour que les animaux en fait, ne partent pas dans d'autres circuits, restent bien entre éleveurs de l'association La Vache Nantaise. On assure également tout plein d'événements, en fait, donc il y a une visée à communication. Voilà, donc le but c'est vraiment de faire de la promotion et elle a créé donc deux projets.
et surtout, elle porte dorénavant en fait son gros projet, la filière nantaise, pour laquelle je suis embauché. Donc, pour l'instant, on n'a pas de structure juridique autonome pour la filière vache nantaise, mais c'est un sujet qu'il va falloir prendre au sérieux très prochainement, on le sait. Pour l'instant, donc on est toujours sous structure de la vache nantaise, donc loi 1901. La filière nantaise, elle a pour objectif d'organiser une filière locale à destination de la restauration hors domicile. J'en parlerai plus spécifiquement après, avec des acteurs partageant les valeurs de l'alimentation durable. On a aussi le souhait de créer des produits alimentaires de qualité qui peut participer au rayonnement du territoire nantais. On a aussi un objectif, en fait, c'est de reconquérir le rameau laitier. Et ça, on ne l'expliquera pas forcément après, parce que c'est un peu à part de la filière, mais je peux tout de suite en parler un petit peu. On travaille avec la société Synovia, anciennement Bovin Croissance, pour faire des contrôles de pesée des veaux, pour voir, en fait, essayer de retrouver les souches les mères qui étaient laitières, puisqu'on sait la race nantaise, en fait, était la race qui était la première race traite à la sortie de la guerre en Loire-Atlantique, mais il y en a presque plus une seule sur les quais de traite dorénavant. Donc on sait il y a un potentiel laitier de certaines lignées de Nantaise, et on aimerait en fait ne pas le perdre. Et pour ça, en fait, on était jusqu'à très dernièrement dans le projet de d'AOP Gouel qui se développe en Bretagne, puisque c'est une race bretonne, la race nantaise. Elle faisait partie donc des races qui pouvaient potentiellement fournir le lait pour le Goël, mais là tout dernièrement, en fait, les Bretons en ont décidé autrement et ils ont décidé de partir uniquement avec la Bretonne Pinot et on le comprend tout à fait. Donc on n'est plus dans ce projet d'AOP, mais on a participé à la réflexion au tout début. Et le dernier objectif en fait de la filière, c'est de donner du sens et de l'attractivité au métier d'éleveur et au métier de bouche, c'est-à-dire rapprocher les éleveurs des métiers de la restauration, des métiers de la boucherie, voilà. Donc par des animations, par des rencontres. Voilà pour les premiers points. Après, tu peux peut-être présenter Olivier l'association Les Tables Nantaises et la Ouais, SIC Les Tables Nantaises. ouais. Donc, dès le début, on a voulu créer euh, une ferme sous une structure collaborative. Le modèle SIC nous convenait bien parce que c'est le modèle qui permet aux collectivités de pouvoir entrer dans des structures. Et nous, on estime que notre projet est un projet de territoire et que les villes, les collectivités peuvent entrer dans nos schémas et participer au débat et aux décisions. Pour pouvoir créer une SIC, il faut d'abord créer une association de préfiguration qui normalement meurt de sa belle mort à la création de la SIC. Sauf que nous, on a décidé de conserver cette association pour porter le volet pédagogique. On n'avait pas forcément estimé au tout début du projet. Et dès qu'on a commencé à mettre des vaches en 2020 sur la métropole de Nantes, on a pu mesurer l'attractivité de nos petites vaches et on s'est dit qu'il fallait pas qu'on passe à côté de ça. D'autant que, comme vous l'avez vu, on a plus de 70% de nos nouveaux éleveurs et nouvelles éleveuses qui sont non issus du milieu agricole, donc potentiellement des petits urbains. Donc autant aller les chercher là où ils sont pour pouvoir pallier à la crise qui s'annonce, la crise des vocations et de reprise des fermes. Donc aujourd'hui, on a bien deux structures qui portent le même nom, une association qui porte le volet pédagogique pour essayer de créer des vocations et agir pour l'environnement. On fait des animations scolaires, de l'aide à l'orientation. On participe, on est support de formation pour des formations qualifiantes en agriculture bien sûr, mais aussi en hôtellerie. Et là, on fait le lien avec la filière. On a des programmes d'insertion, d'immersion professionnelle. On a en projet de créer le premier espace test en élevage en France. Aujourd'hui, il n'en existe pas. Il y a quelques expériences lancées, mais euh, la Loire-Atlantique a été le département qui a lancé les premiers espaces tests en maraîchage. On a une certaine culture
d'entreprise et d'innovation, et on voudrait être le premier espace test en France. Et puis on fait bien sûr des ateliers d'éducation populaire, là c'est plutôt pour le grand public. La SIC, elle, donc c'est vraiment la structure qui porte l'activité d'élevage, ce qui fait qu'on a un troupeau ressources qui va permettre d'alimenter les jeunes qui veulent s'installer. C'est aussi un troupeau école qui sert à nos formations et à nos animations. La plupart, hein, 90% de nos animations se font dans les prés, au cul des vaches. Et un troupeau nourricier, les animaux qui sont trop âgés ou pour d'autres raisons, euh, qui peuvent en tout cas pas être revendus euh, pour des jeunes, alimentent la filière nantaise, Bah, notamment les bœufs aussi. notamment les bœufs. Euh, on ambitionne d'être reconnu entreprise solidaire d'utilité sociale pour l'association et pour la SIC. On aimerait, mais là ça va demander un peu plus de temps, être reconnu aussi association d'intérêt général. Avec la SIC, on travaille, on est inscrit au CERCES et on travaille avec eux à la possibilité d'ici quelques années peut-être, de faire de la comptabilité socio-environnementale, c'est-à-dire mesurer aussi les externalités positives et négatives de nos actions et de les inscrire dans des bilans. Euh, le projet de l'étable nantaise est inscrit au CRTE de Nantes Métropole. Le CRTE, c'est le contrat pour la réussite de la transition écologique. C'est un petit peu la feuille de route des collectivités maintenant. Voilà pour la présentation générale. On va passer aux détails. Et là, je vais laisser Pierrick Ouais, et reprendre la tu peux main. couper le Voilà, partage et moi c'est je fait. reprends le main. Voilà, super. Merveilleux. C'est rapide. Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, tu te mets Ouais, c'est en bon. grand format. C'est bon. Voilà. La filière, elle a été lancée en 2022 avec le plan avec l'obtention d'un d'un financement via le plan de relance. Avec les quatre objectifs que je vous ai cités tout à l'heure. Et donc avant 2022, il y avait déjà eu quelques petites expériences, mais quand on dit filière, c'est forcément il faut des éleveurs derrière. On a la chance, comme l'expliquait Olivier, qu'il y a une grosse dynamique quand même d'installation et que 4 éleveurs sur 5 qui s'installent aujourd'hui s'installent notamment parce qu'il y a la filière et donc souhaitent approvisionner cette filière. Là, à fin 2025, on était à 32 éleveurs au total qui ont apporté dans la filière depuis 2022 et avant. Sachant que les 4 en fait, d'avant 2022 sont forcément restés aussi dans la filière, sont toujours là, et donc ils apportent toujours, ils font partie des 32. Ils font partie des 25 même qui ont apporté sur cette année, puisque là, c'est la plus grosse année en fait qu'on a eue. On a eu 7 nouveaux et donc 25 qui étaient déjà là. Donc voilà, 25, 7 nouveaux parmi les 25, pardon. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des éleveurs qui peuvent apporter aussi, alors soit parce qu'il y en a eu quand même deux trois qui ont quitté pour cause de retraite, et les fermes ont été reprises. Oui, oui, il y a toujours des éleveurs en fait qui restent un peu, soit qui n'ont pas beaucoup d'animaux, donc une année ils peuvent le proposer, mais l'année suivante ils ne le proposent pas forcément. Ça peut expliquer en fait pourquoi on n'est pas à 32 éleveurs qui approvisionnent en fait tous les ans au fur et à mesure et que tous les éleveurs participent tous les ans. C'est pas qu'on a forcément des départs, mais il peut y avoir quelques départs, mais c'est souvent parce qu'un éleveur par exemple avait approvisionné un veau en 2023 ou 2024 et puis il l'apportera pas forcément en 2025 ou 26 quoi. Je sais pas si c'est très clair. Mais là, voilà, on a un petit diaporama d'une quinzaine d'éleveurs en fait qui étaient présents en fait lors de la restitution. D'ailleurs, je vois des personnes dans ce webinaire qui étaient présents le jour de la restitution. Donc les partenaires de la filière. Depuis 4 ans, donc on a testé plusieurs partenariats. On a des bouchers en partenaire. Au départ, c'était un peu notre objectif premier. Il fallait fournir absolument les bouchers de la région nantaise. Finalement, on s'est rendu compte que c'était un débouché qui était assez compliqué puisque les bouchers ont des attentes un peu standardisées.
Ils ont l'habitude qu'un grossiste leur amène tout le temps la même qualité. Ce qui n'est pas le cas d'une vache comme la vache nantaise qui, comme j'ai expliqué, qui est partie de 40 animaux et donc forcément qui n'a pas un produit standard. Donc on peut avoir des très belles bêtes, des fois elles sont un peu moins belles et donc fournir de façon régulière un client exigeant ou des clients exigeants, c'est un peu compliqué. Donc on a travaillé également avec différents grossistes. Le grossiste partenaire de tout début, c'était en 2019, c'était la Maison Berjac, j'en reparlerai après. Mais on a aussi travaillé avec d'autres grossistes de circuits longs qui ont fait des tests en fait en GMS. C'était concluant, mais voilà, on a essayé un peu tout azimut en fait sur les 2 premières années de la filière. On a des partenaires en restaurants commerciaux, environ une trentaine dorénavant, et surtout en restaurants collectifs également, 26 restaurants collectifs à fin 2025. Au départ, c'était en direct, c'est-à-dire qu'on gérait nous-mêmes l'équilibre carcasse, l'équilibre matière, et dorénavant, maintenant, on travaille avec la maison Berjac. En septembre 2024, en fait, on a ouvert une gamme avec notre partenaire principal qui a certifié son atelier de découpe en agriculture biologique. Et ça nous permet en fait de valoriser 70% des carcasses dorénavant à destination de la restauration collective. Comme le disait Olivier, une grande part de nos éleveurs sont en agriculture biologique. Nous, de la filière, les volumes filières, en fait, c'est 95% en bio ou conversion bio, les 5% restants étant justement vers la boucherie, puisqu'ils ne sont pas forcément demandeurs de ce type de produit, enfin du bio. Eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout de la conformation, donc des belles bêtes à viande. Et des éleveurs, en fait, par exemple, qui sont en double actif, des fois ne s'embêtent pas à certifier leur atelier en bio. Et donc, ils respectent le cahier des charges de la filière, mais ils ne sont pas forcément bio, et on flèche plutôt ces animaux vers la boucherie. Ce qu'on ne pourrait pas faire forcément avec la restauration collective, puisque eux, ils sont plutôt demandeurs de produits sous label. Donc là, vous le voyez, la petite image, c'est Charles Bernavet du restaurant Les Cadets, qui est un restaurant étoilé à Nantes, qui était venu au Salon de l'Agriculture, le dernier Salon de l'Agriculture, pour faire justement une petite démo et faire goûter nos produits en fait de vache nantaise. Donc on a quelques ambassadeurs comme ça dans les restaurateurs et c'est plutôt assez appréciable. Les volumes en nombre d'animaux. Donc l'objectif, voilà, on voit qu'entre 2024 et 2025, on a eu quand même une forte hausse. On est passé de 40 à 74 animaux, mais c'est surtout, en fait, on a une très forte hausse des gros bovins et donc forcément des volumes. Là, on a 2025-2026, c'est plutôt une stabilisation du nombre d'animaux, même si on aura beaucoup plus de bœufs normalement, qui sont estimés. Et c'est surtout en 2027 qu'en fait, on aura vraiment un bond en fait, des bœufs, puisqu'en 2024, on a vendu beaucoup moins de veaux que prévu. Cela s'explique par le fait que sur les 9 premiers mois de l'année, on n'avait pas vraiment de solution de commercialisation à grande échelle, puisque le partenariat avec la Maison Berjac, le, l'accord avec la Maison Berjac était en négociation pendant le premier semestre. On a mis en place à la rentrée 2024 notre offre à destination de la restauration collective, et le veau en fait ne s'est vendu que à la période de l'automne. Et donc, on a perdu un peu 9 mois. Et donc, il y en a beaucoup de veaux qui ont été castrés et qui vont arriver 3 ans plus tard en 2027. Donc là, qui nous feront beaucoup de bœufs et qui sont fléchés vers la filière, ces veaux-là. Donc c'est assez réjouissant de se dire on va faire un x2 entre 2025 et 2027. Ce que vous voyez ici en termes de volume en kilo carcasse, je ne sais pas si c'est très clair, si c'est suffisamment gros pour vous, mais on a fini à un peu moins de 18 tonnes en fait au 31 décembre dernier. Et en budgété, on serait à 34-35 tonnes sur 2027. Donc, on ferait un x2, comme on a fait x2 entre 2024 et 2025, en fait. Donc, dans le partenariat avec la Maison Berjac, on essaye de sensibiliser également les commerciaux. Donc, on avait fait venir tous les commerciaux, enfin tous les responsables de secteur de la Maison Berjac chez Dorian et Maxime à la ferme des Jeunettes à Auray d'Anjou, donc dans le 49, qui est à la limite entre le 44 et le 49. Et on leur explique en fait nos conditions de production, la spécificité de la race nantaise et les conduites d'élevage, en fait, histoire qu'ils puissent également eux aussi après revendre ça auprès de leurs clients, qui sont principalement, donc pour la part
restauration commerciale, c'est eux qui la gèrent. Nous, on gère plutôt la partie commercialisation de la restauration collective. Dans le courant de l'année 2024, donc ça c'était à l'été, juste avant la mise en place de l'offre avec Berjac, les éleveurs ont défini leur cahier des charges. Ça a été un format participatif avec à la fin un vote. Forcément, de ce choix, des choix que l'on considère ambitieux, notamment en termes d'engagement en production vertueuse pour l'environnement et la biodiversité, certains éleveurs ont dû sortir parce qu'ils n'étaient pas forcément, ils cochaient pas toutes les cases. Donc, on a perdu 2-3 éleveurs à ce moment-là qui n'ont pas voulu forcément changer leur méthode de production. Et ça peut s'entendre. Ils étaient pour certains, ils étaient à 2 ou 3 ans de la retraite et ils ont dit, bah, je ne vais pas investir dans un nouveau silo en fait pour dissocier mon alimentation de la vache chantaise de mon autre production, par exemple. C'était un cahier des charges qui était plutôt fédérateur en fait, qui a rassemblé quand même 25 éleveurs autour de ce cahier des charges. Et donc forcément, il y a eu un petit peu de casse, mais le but c'était quand même de faire respecter les grandes valeurs de la vache nantaise. Donc ce cahier des charges, il comprend plusieurs choses, notamment une alimentation 100% locale, c'est-à-dire qu'il impose en fait que l'alimentation, que ce soit le foin, le fourrage, mais également tout ce qui est concentré, soit du 44 ou département limitrophe. Ça, c'est notre limite géographique. Elle comprend également toutes les étapes de production. Bassin d'élevage, donc naissance, élevage, abattage et également transformation, puisque la maison Berjac est sur le mine de Nantes. Et évidemment également commercialisation, parce qu'on n'a aucun intérêt à aller vendre à Paris des animaux qu'on vend très facilement en fait chez nous. L'objectif, c'était de ramener la valeur aux acteurs du territoire. Et ça, c'est un point qu'on présente très souvent, notamment à la restauration collective. Ils sont assez sensibles vis-à-vis de ça. Le deuxième point qui est en lien toujours avec l'alimentation, c'est surtout rappeler que la vache, c'est un herbivore tout au long de sa vie. Et donc, tout au long de sa vie est souligné dans le cahier des charges, puisque le plus souvent, tous les éleveurs de toutes les races vous diront: ah bah oui, moi j'élève mes vaches à l'herbe, sauf sur la période de finition où là, j'en fais un granivore, quoi. Donc, notamment une race très proche de la race nantaise, on ne la citera pas, mais qui a dans son cahier des charges 15 kilos de concentré sur les 6 derniers mois. Donc, nous, on a limité à 3,5 kg de matière sèche en fait en fin de finition, et très souvent en fait les éleveurs n'en utilisent très peu, voire pas du tout. On interdit également l'ensilage, tout type d'ensilage, ensilage de maïs comme ensilage d'herbe. Ça, c'était plutôt une demande de voilà, c'était une demande des éleveurs pour l'ensilage de maïs. L'ensilage d'herbe, enfin, ensilage d'une façon générale, c'est une demande aussi de notre partenaire, puisqu'il a enfin, dans la boucherie, en fait, c'est assez mal vu, le côté ensilage. S'il y a une connotation à rendre la viande, qu'on dit dans le métier, pisseuse, c'est-à-dire qu'elle rend beaucoup de jus. Mais en fait, en réalité, entre un ensilage d'herbe et un enrubanné très humide, il n'y a pas de différence. Donc, on avait mis une limite en fait en termes de taux d'humidité en fait dans l'ensilage d'herbe. Ce qu'on demande, c'est qu'il ne soit pas ensilé trop frais. Pardon, enrubanné trop frais. Il y a également des points sur le bien-être animal. Donc, le cahier des charges reprend tous les points du cahier des charges AB, et on a rajouté des points sur la litière, notamment en extérieur, puisqu'on a pas mal d'animaux, nous, qui ne rentrent pas. Et, la moitié des élevages, en fait, qui font de l'élevage plein air intégral toute l'année. Et donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait quand même des points, en fait, pour que les animaux puissent se reposer, des points secs, donc qu'ils n'aient pas les pieds dans la bouillasse toute l'année. On interdit les cornages, ce qui n'est pas le cas en fait dans le cahier des charges de la bio. C'est interdit, mais c'est soumis à dérogation, et donc il suffit de demander à l'INAO et on a la dérogation. Très souvent d'ailleurs sur l'argument du bien-être animal. Nous, on considère que les vaches nantaises, si elles ont des cornes, c'est bien pour quelque chose, et on ne souhaite pas en fait que les animaux soient écornés de façon systématique. Ça n'empêche pas en fait d'écorner partiellement une bête qui pose problème, par exemple dans le troupeau, et qui a un tempérament un peu trop agressif avec ses congénères. Sur le transport vif, on a mis une limite de 4 heures de temps tout confondu, c'est-à-dire que transit compris, en fait, l'animal ne doit pas faire plus de 4 heures. Donc, sachant qu'on sait où vont nos animaux en fait pour être abattus, c'est assez simple en fait de calculer. On
on travaille avec un seul transporteur vif dorénavant. Donc on connaît en fait son circuit et on assure en fait comme ça que les animaux ne font pas plus de 4 heures. Ils font même beaucoup moins, ils font souvent 2 heures. Et nous soutenons également des alternatives d'abattage, notamment l'initiative AALVI, abattage des animaux sur leur lieu de vie, avec un abattoir de proximité qui est en cours de construction à côté de Machecoul, enfin à Machecoul, donc pas très loin de Nantes, avec la majorité de nos éleveurs en fait du Sud-Loire qui sont dans cette initiative. Et la filière nantaise et l'association La Vache Nantaise se sont prononcés officiellement pour ce projet auprès des institutions. Dernier point en fait du cahier des charges, enfin il y en a plein, hein, mais dans les points principaux, vous pouvez d'ailleurs retrouver ce cahier des charges sur le site de la Vache Nantaise à l'onglet filière dans les ressources. Les éleveurs se sont imposés en fait de réaliser des bilans carbone. Alors ça passe par les bilans carbone CAP 2ER, mais ça peut être n'importe quel bilan carbone qui fait foi, sachant qu'il y a des fermes qui en ont fait 3, par exemple, notamment la ferme des Jeunettes. On sait qu'on a pour certaines fermes, on a des très bons résultats. C'est-à-dire que certaines fermes sont soit à l'équilibre, soit stockent plus de carbone qu'elles n'en émettent. Et donc là, on est assez fiers de ça pour ces fermes. Et ce qu'on souhaite, en fait, c'est que via ces bilans carbone, les éleveurs puissent améliorer leurs pratiques en lien avec la biodiversité, en lien avec les productions de gaz à effet de serre. Et on réalise également des diagnostics biotex qui ont pour but de mesurer l'impact des fermes sur leur environnement et sur l'environnement. Quand je dis leur environnement, c'est l'environnement proche, puisque en fait l'audit biotex, je vais l'expliquer après, il a pour but de regarder en fait sur son territoire en fait quel est l'impact de sa ferme. C'est pas, on prend pas des grandes mesures nationales, par exemple, puisqu'une ferme de Beauce, par exemple, n'aura rien à voir avec une ferme de Loire-Atlantique. Donc, une ferme de Beauce qui pratique de l'élevage avec un espace bocager aura un impact beaucoup plus important en fait qu'une ferme de Loire-Atlantique qui fera exactement le même type de production. Voilà. Donc, je vais vous présenter l'outil Biotex qu'on est en cours de réalisation. Là, il y a 4 fermes qui l'ont déjà faite. Il y en a 4 autres qui vont passer dans le mois qui vient. Et l'objectif, en fait, c'est de faire les fermes qui sont qui apportent le plus en fait dans la filière actuellement. Alors, c'est un outil, c'est une démarche d'évaluation de la biodiversité ordinaire du territoire à l'exploitation. Comme je vous l'expliquais, du territoire à l'exploitation. Ça a été développé dans le cadre d'un projet CASDAR qui s'appelait Indibio par l'IDEL, l'INRAE, l'Université de Lorraine, France Nature Environnement et le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, j'ai été formé à ça en 2024. C'est une approche de la biodiversité du territoire à l'exploitation et qui a pour but d'évaluer la biodiversité à partir d'une visite en ferme. Au départ, on rencontre l'éleveur, on visite en ferme, on collecte des informations notamment sur les infrastructures agroécologiques, on relève son parcellaire et ensuite donc on compte en fait par un système Google Earth. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais les IAE également du territoire. Et après, on compare et on voit en fait l'impact qu'a la ferme sur son territoire proche, comme je vous l'expliquais. Donc le but, c'est de faire un petit compte rendu à l'éleveur qui voit, enfin voilà, il y a plusieurs données en fait qui seront dedans. Là, je vous donne rapidement la première page de ce compte rendu. Mais le but, en fait, c'est de montrer là où ça peut pêcher, là où l'éleveur peut s'améliorer. Alors, on a des éleveurs, en fait, nous, qui ont quand même des pratiques qui coche pas mal de cases en termes de biodiversité. Bon, c'est le principe de l'élevage bovin, hein, le plus souvent, puisque c'est de l'élevage bovin en système extensif, herbager. Mais il y a quand même quelques petites améliorations qu'on peut apporter, notamment voilà, les types de haies, l'intégration des bâtiments en fait, dans le maillage bocager. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'on amène à l'éleveur. Et c'est de l'amener à réfléchir en fait, sur quelles pratiques il peut jouer pour maintenir ou favoriser la biodiversité. Et dernier point sur la filière, ça va aussi avec le principe de sensibiliser les éleveurs. La filière en fait a pour but d'amener, enfin de proposer des formations et les éleveurs qui rentrent dans la filière s'engagent à faire minimum 1 à 2 formations par an. Comme ils s'engagent également à participer à des actions de pédagogie et de sensibilisation avec nos partenaires. Donc on fait des réunions semestrielles le plus souvent qui sont couplées à une formation. Donc la réunion semestrielle, elle a pour but
de parler de la stratégie de la filière et on couple avec une formation sur l'alimentation, la finition, donc plutôt à l'herbe, comme on l'expliquait, le fourrage, la qualité des fourrages, donc la gouvernance de la filière, la caractérisation des viandes, donc c'est ce qu'on voyait, c'est ce qu'on voit en fait à droite. D'ailleurs, on te voit en grand, Olivier. On te voit absorbé par la côte de Eric, bœuf. on a une question Oui, de la part d'Annie Sigvald. Tu as Annie, activer ton micro. Mon micro, oui, ça n'était pas urgent non plus, hein. Je me demandais quelles étaient les mesures que les éleveurs avaient décidées en matière de vermifugation des vaches. Parce que ça joue un rôle sur la biodiversité éventuellement. oui. Il y a, il y a rien d'inscrit dans le cahier des charges de la bio, de cahier des charges, pardon, de la vache nantaise, de la filière. Par contre, il y a des choses inscrites dans le cahier des charges de la bio. Donc, on reste tous nos éleveurs qui sont en bio, et c'est-à-dire 95% des volumes, comme je l'ai expliqué, sont forcément soumis à ce cahier des charges. On n'a rien inscrit, mais c'est un débat en interne, en effet, et pour le coup, on participe à une étude de la Fédération des races de Bretagne qui s'appelle, euh, j'ai mangé, mais c'est sur les insectes coprophages. Donc, on a 3 élevages, notamment, qui appartiennent à la filière, qui sont dans cette étude, et l'objectif, c'est justement de sensibiliser sur ce point-là également. Alors, j'ai mangé, je retrouverai avant la fin de la réunion le nom de ce projet, mais tu le connais peut-être, Annie? Non? C'est un projet, c'est un casse-d'art également, en fait. Voilà. Je te le retrouve avant la fin de la présentation. On fait également, donc, pour revenir sur la formation, on fait également des formations sur la connaissance des muscles, le pointage, le classement des carcasses. On a pour objectif aussi d'emmener les éleveurs dans les restaurations collectives, puisque c'est 70% de nos volumes. Et donc, c'est intéressant en fait de faire des animations auprès des élèves, mais ça serait intéressant aussi que les éleveurs se rendent compte en fait des complications, des difficultés en fait qu'ont les restaurants collectifs, et vice versa, qu'il puisse y avoir des échanges, parce qu'à chaque fois que ça fonctionne, enfin, à chaque fois qu'on l'a fait, c'est très apprécié. Chaque fois que des éleveurs ont été en cuisine en fait pour présenter le produit, ça crée des ponts et ça permet de faire se rendre compte en fait des difficultés de chacun. Et on fait également des visites de ferme. Alors on en fait moins, on en a fait beaucoup au tout début, mais ça a permis une certaine montée en compétences, notamment des nouveaux éleveurs, pour savoir quels étaient les critères de qualité qu'on souhaitait intégrer dans la filière, en termes de conformation, d'engraissement, de pratique, puisque forcément les éleveurs échangent pendant ces visites. Et voilà, là on le voit d'ailleurs, on avait vu la vache et on discutait après, après la visite de cette vache pour voir si elle pouvait approvisionner la maison Bergerac. Voilà, je te laisse présenter les tables nantaises, Olivier. S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Alors, attends, là, il y a une... Non, c'est pas le bon, ça, hein. Il y a un problème. Ouais, c'est bon. T'occupe. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur le cahier des charges avant que je reparte sur les tables nantaises? C'est bon pour l'instant? Donc les tables nantaises, c'est une ferme urbaine. On est implanté sur la métropole nantaise en agriculture biologique pour un élevage durable, une alimentation locale et la protection de l'environnement. Donc l'idée a émergé en 2014 lors d'une conférence sur les éco-pâtureurs de France. Ça nous a ouvert les yeux sur le besoin des collectivités d'avoir des partenaires pour les aider à gérer leurs espaces naturels sensibles. Il se trouve que la ville de Nantes, enfin la métropole, est, est traversée par la Loire, bien sûr, et de nombreux affluents, ce qui fait qu'on a beaucoup de zones humides. La métropole est aussi touchée par l'arrêt d'activité des éleveurs notamment. Donc, et les collectivités veulent conserver des espaces naturels accueillants pour la biodiversité. Aujourd'hui, ils nous font appel pour
les aider à entretenir ces surfaces. On a mis nos animaux donc en 2020. En 2022, on a créé l'association et en 2023, on a créé la SIC. On fait tout un tas d'activités comme je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est un projet, donc c'est vraiment l'idée de première, c'est aider les jeunes à s'installer en leur facilitant l'accès à un troupeau. C'est aussi aller chercher les futurs éleveurs et éleveuses en créant des vocations euh, auprès de candidats qui s'imaginent pas du tout devenir éleveurs ou éleveuses quand on les côtoie. Mais c'est plutôt quand même, pour l'instant, on a plutôt de bons résultats. Là, alors, plutôt avec les grands, c'est là que ça se mesure plus facilement, mais on est à notre quatrième, quatrième apprenti. Les trois qui sont déjà passés par chez nous, euh, il y en a un qui est en train de faire son BPREA pour s'installer. Le premier est salarié agricole. Ces deux jeunes hommes, là, en l'occurrence, avaient des profils non agricoles et ils y ont trouvé leur compte et du sens. On a une jeune femme qui, elle, était issue du milieu agricole et qui ne mangeait plus de viande avant de nous connaître, parce que ses parents et son frère étaient plutôt sur des modèles très intensifs et ce qu'elle voyait ne lui donnait pas envie du tout d'en manger. Là, elle est à l'étranger, mais peut-être que à son retour, l'idée de s'installer n'est pas euh, complètement sortie de sa tête. Euh, c'est aussi valoriser une race locale rustique à travers l'approvisionnement de la filière bio. Et globalement, à chaque intervention, l'idée est bien de montrer les liens qui existent entre l'élevage durable, la protection de la biodiversité et l'alimentation saine. Et on aimerait devenir donc le premier démonstrateur français de l'élevage bovin durable en race locale. Je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, donc on pâture un peu plus d'une centaine d'hectares sur la métropole, répartis sur 8 zones de pâturage. On a un peu plus d'une trentaine d'animaux à notre cheptel. Comme c'est beaucoup de zones humides, on est à plus de 90% de zones humides, il nous faut, nous, un bâtiment d'élevage. Euh, et là, on travaille aujourd'hui à essayer de construire ce bâtiment au sein du lycée agricole de Saint-Herblain, qui est le seul lycée agricole public de la métropole, euh, et qui, grâce à nous, grâce à vos projets, même si on n'a pas réussi à s'installer encore là-bas, mais ça c'est pour d'autres raisons, a réussi à avoir le droit d'ouvrir un bac pro CGEA qui fait le plein. Là, ils ouvrent leur quatrième année. Ils ont ouvert leur quatrième année cette année. Ils ont ouvert cette année un BTS Axe et l'année prochaine, ils ouvrent un bachelor. Et ils font le plein. Donc ça montre bien l'intérêt des urbains, parce que là, les chiffres sont là. C'est 100% de non issus du milieu agricole qui sont dans ces différentes formations. Et la plupart sont issus de la métropole ou de la grande couronne nantaise, quoi. Et cette année, on a accueilli un peu plus de 4500 bénéficiaires, principalement dans les prairies. On fait des animations de la maternelle jusque dans les EHPAD quand c'est avec des animations autour de la filière. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est qu'on répond à un vrai besoin, à la fois des éleveurs, des collectivités, de l'enseignement, de l'éducation et
normalement des politiques nationales en termes de démographie agricole et de perte de biodiversité. Il y a une mobilisation autour de notre projet, du monde paysan, des collectivités aussi, et des acteurs de l'alimentation et de la protection de l'environnement. On est aussi sur un territoire accueillant, puisqu'on a plus de 50% des prairies en Loire-Atlantique qui sont en zone humide. Et puis on est sur la plus grande métropole de l'Ouest, donc forcément on peut vite avoir des clients pour nos animations. Ce qui nous freine un petit peu, c'est les clivages agricoles nationaux très forts, la baisse des financements, et là on coche toutes les cases parce que l'agriculture bio, l'éducation et la protection de l'environnement, c'est pas ce qui est à la mode en ce moment, et puis toute l'instabilité politique. Mais là je ne vous apprends rien puisque vous êtes aussi concernés par les baisses de financement pour la plupart d'entre vous, je pense, malheureusement. En 2026, donc, on va continuer à se structurer, essayer de finaliser les agréments SU, poursuivre les travaux pour à terme être reconnus d'intérêt général et puis essayer de travailler sur aussi la comptabilité socio-environnementale. Une action qu'on n'avait pas imaginée non plus au tout début du projet, mais là on a été appelé par une commune qui est à une quinzaine de kilomètres de la métropole, la Chapelle-Lin, commune de 3-4 000 hectares, dont 800-900 hectares de zones humides en Natura 2000. Le dernier éleveur part à la retraite au mois de mai. Et malgré un gros travail de sa part, il n'avait pas trouvé de repreneur. Nous, étables nantaises et vaches nantaises, on a trouvé 2 repreneurs qui vont sans doute s'associer, qui sont en formation aujourd'hui. Donc on va en prendre un en formation pour faire leur BPREA. Il y en a un qui le fait en apprentissage avec nous et un autre qui le fait sur la version courte. Et ce qu'on va faire, parce qu'entre le temps où le cédant va arrêter et où les jeunes vont reprendre, il va y avoir un certain laps de temps. Et l'étable nantaise va jouer un rôle un peu innovant. On va faire du portage de ferme, mais avec cheptel. Donc on va continuer d'entretenir les terrains et d'élever des vaches sur ces terrains pour que, au retour des jeunes, ils aient des terrains en production, des clôtures entretenues et un cheptel adapté à son territoire. On va essayer aussi de diversifier nos financements. On est en train de travailler sur un programme dédié aux entreprises, principalement les entreprises qui sont engagées en RSE. On a déjà commencé un peu à le faire. On propose notamment des journées d'ateliers pédagogiques, de chantiers participatifs. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de notre projet de construire un bâtiment d'hivernage au lycée agricole de Saint-Herblain. On a WWF qui nous a sélectionnés parmi une dizaine de projets français. Euh, alors, parmi nos membres, on a aussi déjà la LPO, on travaille aussi avec Bretagne Vivante, avec le Conservatoire des espaces naturels, toutes les associations de protection de l'environnement sont favorables à ce qu'on porte, c'est-à-dire l'élevage durable, puisque la biodiversité, c'est sur les milieux agricoles qu'elle est en plus forte régression. Et pour sauver la biodiversité, il faut sauver les éleveurs de vaches. Euh, donc on est en train de voir avec eux pour lancer une campagne de levée de fonds, et puis on travaille avec d'autres acteurs de l'agriculture et de l'économie circulaire pour mutualiser nos bâtiments qui, au final, si on est tout seul, ne serviront que quelques mois d'hiver. Donc autant mutualiser nos efforts pour utiliser ces investissements à 100% de leur capacité. Voilà, merci de votre attention. J'ai été un